Mes parents ont dit, on aurait préféré que tu ne sois jamais né. Je m'être suis levée et j'ai dit, si c'est votre souhait, alors considérez-moi comme si je n'avais jamais existé. Un silence de mort. Toute la table s'est figée. Je m'appelle Aliénor. J'ai 27 ans. La semaine dernière, au cours du dîner qui devait célébrer l'aboutissement de mes rêves, mes propres parents m'ont regardé droit dans les yeux et m'ont dit qu'ils auraient préféré que je ne sois jamais né. Face à eux, face à nos invités dont les sourires s'étaient figés dans l'horreur, je me suis levée. J'ai puisé dans une force que j'ignorais posséder et j'ai prononcé les mots qui allaient sceller mon destin. Si c'est votre souhait, alors considérez-moi comme si je n'avais jamais existé. Un silence de mort a enveloppé la table, si dense qu'on aurait pu le trancher au couteau. Ceci est l'histoire de ce silence, de la cruauté qu'il a engendré, et de la manière dont j'ai dû me briser en 1000 morceaux pour enfin me reconstruire. Avant de vous emmener avec moi dans les méandres de cette soirée infernale, j'aimerais prendre un instant pour nous connecter. Je suis curieuse de savoir d'où vous m'écoutez. Que vous soyez dans un petit village de France, dans une grande métropole à l'autre bout du monde, dites-moi dans les commentaires votre ville ou votre pays, et l'heure qu'il est chez vous. C'est une façon pour moi de sentir que, même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Le cadre était idyllique, presque ironique au vu du drame qui allait s'y jouer. L'auberge Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d'Or, près de Lyon. Un temple de la gastronomie française, un lieu où chaque détail respire l'excellence et la tradition. L'air embaumait un mélange complexe de truffes, de sauces réduites lentement et du parfum discret des compositions florales. C'était moi qui avais tout organisé, tout financé avec les premiers salaires de mon stage de fin d'études. Chaque plat, chaque verre de Condrieu, chaque centime dépensé était un symbole de mon indépendance durement acquise. Après des années à survivre avec des pâtes et des petits boulots pour financer HEC Paris, l'une des plus prestigieuses écoles de commerce d'Europe, je voulais m'offrir, et leur offrir, une célébration à la hauteur de mes sacrifices. Une façon de leur dire, regardez, j'ai réussi. Les invités sont arrivés au compte-gouttes. Mes professeurs, visiblement fiers. Mon futur manager, un homme influent dans le monde du conseil, qui m'avait fait une offre que je ne pouvais refuser. Quelques amis proches, les seuls à connaître une bribe de la vérité sur ma dynamique familiale. Leur sourire était des baumes sur une blessure que j'essayais de cacher. Et puis, ils sont entrés. Mes parents, Hervé et Martine. En retard, évidemment. Habillés avec une élégance étudiée, comme si la soirée était en leur honneur. Ma mère portait un collier de perles qui devait valoir plusieurs mois de mon ancien loyer. Mon père, un costume impeccable. Pas un bouquet de fleurs. Pas même une simple carte de félicitations. Ma sœur cadette, Coralie, la prunelle de leurs yeux, n'était pas là. Une garde imprévue à l'hôpital, ai-je annoncé avec un sourire crispé, un mensonge si souvent répété qu'il en devenait presque une vérité. Les conversations étaient polies, les compliments fusaient. Votre fille est exceptionnelle, a dit mon professeur de stratégie à mon père. Un tel parcours, c'est remarquable. Mon père a hoché la tête avec un air de satisfaction distante. C'est mon manager qui a mis le feu aux poudres sans le savoir. Vous devez être incroyablement fier d'Aliénor, a-t-il dit à ma mère. Elle a un avenir brillant devant elle. Ma mère a esquissé un sourire glacial, un chef-d'œuvre de condescendance polie. Oh, nous le sommes, bien sûr. Fiers de nos deux filles. Mais vous savez, Coralie, notre plus jeune, est en 5e année de médecine. Elle passe ses nuits aux urgences, à recoudre des gens, à sauver des vies. C'est une vocation. C'est ça, un véritable impact sur le monde. Le mot a explosé en silence au milieu de la table. Impact. J'ai senti l'atmosphère se glacer. Un de mes amis a failli laisser tomber sa fourchette. J'ai gardé mon sourire plaqué sur mon visage, un masque de cire qui menaçait de fondre. Plus tard, au moment du toast, mon manager a de nouveau chanté mes louanges. Il a parlé de ma capacité à gérer le stress, de ma vision stratégique. J'ai risqué un regard vers mes parents. Mon père a eu un petit rire étouffé. Oui, elle est douée avec les chiffres. Mais Coralie, elle, est douée avec le cœur humain. C'est une fierté qui ne se mesure pas en part de marché. Ma gorge s'est serrée au point de me faire mal.
C'était leur partition habituelle, un duo parfaitement rodé pour me rappeler ma place, celle de l'intendance, de l'ombre fonctionnelle. Une de mes amies, exaspérée, a tenté une dernière fois. Malgré tout, le parcours d'Aliénor est exceptionnel. Mon père a achevé le travail d'un haussement d'épaule. Comparé à un médecin, un diplôme de commerce, ça n'a pas le même poids. C'en était trop. C'était le coup de grâce. La digue a cédé. Le son de ma chaise raclant le parquet a été d'une violence inouïe dans le silence feutré du restaurant. Un son brut, laid, qui a fait sursauter tout le monde. Tous les regards, jusqu'alors fuyants et gênés, se sont braqués sur moi. Je me suis levée, lentement, sentant le sang pulser dans mes tempes. Une étrange sensation de calme m'a envahi, le calme qui précède les tempêtes les plus dévastatrices. Je n'étais plus la petite fille qui cherchait désespérément leur approbation. J'étais une femme au bord du précipice, et j'avais décidé de sauter. Ma voix est sortie, claire et sans le moindre tremblement. Savez-vous, ne serait-ce qu'une seconde, ce qu'il m'a fallu endurer pour être assise à cette table ce soir? Pour avoir le privilège de vous inviter dans ce restaurant? Mes parents m'ont regardé avec une stupéfaction outrée. Comment osais-je? Comment osais-je briser la façade, exposer la pourriture familiale devant des étrangers? Ma mère a pincé les lèvres si fort qu'elles ont presque disparu. Savez-vous combien de nuits j'ai passé à la bibliothèque, survivant avec du café et la peur au ventre de ne pas être à la hauteur? Combien de week-ends j'ai sacrifié, non pas à faire la fête, mais à travailler comme serveuse pour payer mes livres, mon loyer, pour ne jamais être un fardeau pour vous? Le silence était total. On n'entendait plus que ma voix, qui montait en puissance, non pas en volume, mais en intensité. J'ai payé les cours privés de Coralie quand elle a failli rater sa première année. J'ai viré de l'argent sur votre compte quand le prix du fioul a flambé il y a 2 ans et que vous craignez d'avoir froid. Je me suis nourrie de conserves pour que vous puissiez continuer à aller au théâtre et pour que Coralie puisse partir en séjour linguistique qui ressemblait étrangement à des vacances au soleil. Et malgré tout ça, tout ce que je suis pour vous, c'est celle qui travaille derrière un bureau, point. Je les ai fixés, l'un après l'autre. Si mon travail, si ma vie, si mes sacrifices n'ont aucune valeur, alors dites-le moi. Qui a été le pilier financier de cette famille pendant que vous ne chantiez que les louanges de votre futur saint en blouse blanche? Mon père s'est levé à son tour. Son visage était passé du rouge à une teinte violacée. Il n'a pas crié. Ce fut bien pire. Il a penché son visage vers moi, et dans un murmure chargé de venin, pour que seule notre partie de la table puisse entendre, il a prononcé la sentence. Nous aurions préféré que tu ne sois jamais né. Le temps s'est arrêté. J'ai vu le hoquet d'horreur sur le visage de mon ami. J'ai vu mon manager détourner les yeux, profondément mal à l'aise. J'ai vu la main de mon professeur se figer au-dessus de son verre. Et en cet instant, une clarté absolue, douloureuse et libératrice, s'est faite en moi. J'avais passé ma vie à essayer de gagner un jeu qui était truqué depuis le début. Je ne pourrais jamais gagner. Alors j'ai arrêté de jouer. Une paix surnaturelle est descendue sur moi. J'ai regardé mes parents, non plus avec de la colère, mais avec une pitié infinie. Si c'est votre souhait, ai-je dit d'une voix posée, presque douce. Alors il est exaucé. À partir de ce soir, considérez que je n'ai jamais existé. Vivez votre vie comme si vous n'aviez jamais eu de fille nommée Aliénor. J'ai pris mon sac à main, j'ai posé délicatement ma serviette sur la table, et j'ai tourné les talons. J'ai traversé le restaurant la tête haute, sans un regard en arrière, mon corps se déplaçant avec une grâce et une détermination que je ne me connaissais pas. En poussant la lourde porte du restaurant, l'air frais de la nuit m'a frappé le visage. Je ne pleurais pas. Je me sentais étrangement légère, vidée. Je pensais que c'était la fin. La fin de la douleur, la fin de la lutte. Mais ce n'était que le prélude. Leur cruauté n'allait pas s'arrêter à des mots. Elle allait bientôt prendre une forme bien plus tangible, bien plus destructrice. Cette marche dans la nuit lyonnaise, le long des quais de Saône, a agi comme une machine à remonter le temps. Chaque pavé sous mes talons semblait faire remonter à la surface un souvenir enfoui, une cicatrice que je croyais guérie. La vérité, c'est que la scène du restaurant n'était pas un accident. C'était l'aboutissement logique de 27 années de dévalorisation systématique.
Depuis notre plus tendre enfance, Coralie était le soleil et j'étais la lune. Une lune discrète, dont le seul rôle était de refléter sa lumière. Nos anniversaires en étaient la plus parfaite illustration. Le sien, en juin, était un événement social. Le jardin de la maison familiale se transformait en parc d'attractions miniatures. Des ballons, un buffet gargantuesque, et des cadeaux qui s'entassaient jusqu'à former une petite montagne. Le mien, 15 jours plus tard, était souvent une affaire expédiée. Je me souviens de mes 8 ans. Ma mère avait sorti du congélateur une part du gâteau de Coralie et avait tenté, avec un tube de crème au beurre, d'écrire mon nom à côté du sien, déjà à moitié effacé. Aliénor était écrasée, presque illisible. On ne va pas gâcher, n'est-ce pas, avait-elle dit avec un clin d'œil qui se voulait complice. C'était devenu une blague récurrente, un de ces dossiers familiaux qu'on ressort à Noël pour amuser la galerie. Peu riaient. Moi, je souriais, un sourire qui ne dépassait jamais mes lèvres, sentant une petite pierre se former dans ma poitrine. Mes réussites scolaires étaient accueillies avec la même indifférence polie. En terminale, j'ai gagné les Olympiades nationales de mathématiques. J'ai couru jusqu'à la maison, brandissant fièrement ma médaille. Mon père lisait le journal dans le salon. Ah, c'est bien, a-t-il commenté sans lever les yeux. Tu pourras aider ta sœur avec ses statistiques, elle a un peu de mal. Ma mère, elle, a eu cette phrase terrible, prononcée avec la plus grande sincérité, c'est merveilleux, ma chérie. Mais Coralie a passé son après-midi à faire du bénévolat chez les petits frères des pauvres. Tu comprends, l'un, c'est pour la tête. L'autre, c'est pour le cœur. C'est ça qui compte vraiment. Le cœur. J'avais donc un cœur de pierre, moi qui passais mes nuits à résoudre des problèmes complexes pour le simple plaisir de la beauté intellectuelle? Alors pourquoi avoir tenu si longtemps? Pourquoi ne pas être parti plus tôt? À cause d'un seul, unique souvenir. Un souvenir que j'ai chéri comme un trésor, un phare dans ma nuit. J'avais 10 ans. J'étais nulle en histoire, c'était ma bête noire. Un soir, à la veille d'un contrôle capital, j'étais en larmes devant mon cahier. Mon père est entré dans ma chambre. D'habitude, il était distant, absorbé par son travail. Mais ce soir-là, il a vu ma détresse. Il a pris une chaise, s'est assis à côté de moi, et pendant plus d'1 heure, il m'a raconté la Révolution française comme si c'était un conte épique. Il imitait les voix, dessinait des schémas sur une feuille. J'étais fascinée. À la fin, j'avais tout compris. Il a refermé le livre, m'a regardé avec une douceur infinie et a dit, « Tu vois que tu n'es pas bête. Tu es même brillante. Je suis fière de toi. » Une seule fois. Cette phrase, je l'ai entendue une seule fois. Mais elle a été l'encre à laquelle je me suis accrochée pendant 17 ans. Je me suis persuadée que cette version de mon père existait toujours, quelque part, et que si je travaillais assez dur, si je réussissais de manière incontestable, je le reverrais. C'est cet espoir fou qui m'a fait endurer l'épisode du vase de Sèvres, 1 an plus tard. Coralie jouait au ballon dans le salon et l'a brisé. Quand mes parents sont rentrés, elle leur a dit en pleurant que c'était moi. J'ai eu beau protester, jurer sur ce que j'avais de plus cher, leur choix était fait. Coralie ne mentait jamais. J'ai été punie, consignée dans ma chambre, et j'ai dû donner l'intégralité de ma tirelire pour participer à la réparation. Je n'ai jamais pardonné à Coralie, mais j'ai pardonné à mes parents. Parce que je m'accrochais au souvenir du père qui m'avait expliqué la Révolution. Le seul qui n'était pas dupe, c'était Bastien. Mon ami, mon frère d'armes. Aliénor, tu attends la pluie dans un désert, me disait-il souvent. Ce n'est pas de ta faute si la terre est aride. Cette nuit-là, j'ai enfin compris qu'il avait raison. Il n'y avait plus de pluie à attendre. Juste la sécheresse d'un amour qui n'avait jamais existé. Que auriez-vous fait à ma place? Seriez-vous resté, en vous accrochant à ce seul souvenir heureux, ou seriez-vous parti bien avant? Je suis curieux de lire vos réflexions dans les commentaires. Le lendemain du dîner, je me suis réveillée avec une gueule de bois émotionnelle. La première lumière du jour filtrait à travers les volets, mais à l'intérieur de moi, tout était sombre. Mon téléphone gisait sur la table de nuit. Je l'ai attrapé avec une appréhension mêlée de curiosité morbide. On s'appelle en absence.
Un seul message de ma mère, datant de 2 heures du matin, tu as fait honte à toute la famille. J'espère que tu es fier de toi. Aucun regret. Aucune excuse. Juste le blâme, comme toujours. Et c'est là, dans le silence de ma chambre, que le déclic final s'est produit. Ce n'était pas un coup de sang. C'était une prise de conscience, froide et chirurgicale. J'avais passé ma vie à essayer de soigner une relation qui était en phase terminale. Il était temps de débrancher les machines. J'ai passé la journée sur des sites d'annonces immobilières. Je cherchais un refuge, un endroit où je pourrais enfin poser mes valises et mon âme. J'ai visité plusieurs appartements que je ne pouvais théoriquement pas me permettre, et à chaque fois, la pensée me frappait, si je ne payais plus pour 3 personnes, mais seulement pour une, mes options seraient bien différentes. Cette pensée, égoïste et libératrice, a renforcé ma résolution. J'ai fini par trouver un petit 2 pièces sous les toits de la Croix-Rousse. Les murs étaient blancs, le parquet grinçait, et depuis la petite fenêtre de la chambre, on pouvait apercevoir les Alpes par temps clair. C'était parfait. C'était à moi. Ce soir-là, de retour dans l'appartement familial qui ne me semblait plus être le mien, j'ai accompli le rituel de la séparation. J'ai ouvert mon ordinateur, je me suis connecté à mon application bancaire. La liste de mes virements récurrents s'est affichée. C'était comme regarder le plan de ma propre servitude. Virement mensuel, loyer par an. Virement mensuel, frais de scolarité Coralie. Virement mensuel, soutien familial. Mon curseur a survolé le premier. Annulé. Une petite fenêtre de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce virement récurrent? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Une vague de culpabilité m'a submergé. Des images de ma mère, se plaignant de la hausse des prix, m'ont assailli. La voix de mon père, parlant de sa retraite incertaine. Étais-je en train de devenir le monstre qu'il décrivait? Une fille ingrate et sans cœur? L'image de mon père, patient, m'expliquant la prise de la Bastille est revenue me hanter. Il avait été gentil avec moi, ce soir-là. Une fois. Puis, une autre image a surgi, plus violente, plus réelle. Son visage au restaurant, tordu par le mépris. Ces mots, murmurés comme un poison. Nous aurions préféré que tu ne sois jamais né. La culpabilité s'est dissoute comme du sucre dans l'acide. J'ai cliqué sur « Confirmer ». Le deuxième virement. Celui pour Coralie. J'ai pensé à son appel, à son sentiment que tout lui était dû. Aucune hésitation. Confirmer. Le troisième. Le soutien familial. C'était le plus symbolique. Le plus douloureux. C'était la taxe que je payais pour avoir le droit d'exister dans leur orbite. J'ai cliqué sur « Confirmer » avec une force qui a fait craquer le plastique de ma souris. Un sentiment de vertige m'a saisi. Un mélange de terreur et d'euphorie. J'avais coupé le cordon. Le cordon financier, mais aussi le cordon émotionnel qui m'étranglait depuis si longtemps. J'ai fermé l'ordinateur. Je me suis levée, et pour la première fois, je me suis sentie légère dans cet appartement. Je croyais que cet acte radical serait le point final. Que le silence qui suivrait serait un silence de paix. J'avais tort. Ce n'était que le début d'une nouvelle stratégie de leur part. Puisqu'ils ne pouvaient plus me contrôler par la dépendance, ils allaient essayer de me détruire par la diffamation. Les premières semaines de ma nouvelle vie ont été une bouffée d'oxygène. Déménager mes quelques affaires dans mon hyperché de la Croix-Rousse a été un acte de libération. Chaque livre que je posais sur mes étagères, chaque tasse que je rangeais dans ma cuisine était une affirmation de mon existence propre. Le silence, au début, était assourdissant. J'étais tellement habituée au bruit de fond de leurs reproches et de leurs attentes que la paix me semblait anormale. Puis, peu à peu, je m'y suis habituée. Je l'ai apprivoisé. J'ai appris à l'aimer. Au travail, libérée d'un poids mental énorme, j'ai commencé à m'épanouir. Je n'étais plus la fille qui se précipitait hors du bureau pour répondre à un appel angoissé de sa mère. J'étais Aliénor Durand, consultante. Point. Ma concentration était totale, ma créativité décuplée. J'ai commencé à prendre des initiatives, à proposer des idées audacieuses lors des réunions.
D'abord timide, mes interventions sont devenues de plus en plus assurées. J'ai piloté avec succès plusieurs petits projets, gagnant la confiance de mes collègues et de ma hiérarchie. L'apothéose de cette période de grâce a été lorsque M. Dubois, mon manager, m'a convoqué pour me confier la direction d'une mission d'audit stratégique pour une prestigieuse maison d'horlogerie suisse. C'était un dossier complexe, à haute responsabilité, celui que tous les consultants juniors rêvaient d'avoir. Vous avez mérité cette chance, Aliénor, m'avait-il dit. Ne me décevez pas. La pression était immense, mais c'était une bonne pression, celle qui vous pousse à vous dépasser. J'étais en pleine immersion dans ce projet, jonglant avec des fuseaux horaires et des bilans financiers complexes, quand la foudre est tombée. C'était un mardi après-midi, je m'en souviens comme si c'était hier. La secrétaire de M. Dubois m'a appelé, sa voix étrangement dénuée de sa chaleur habituelle. Le patron veut te voir. Tout de suite. Le ton m'a immédiatement alerté. J'ai senti une boule de glace se former dans mon ventre. J'ai passé en revue mon travail. Une erreur dans un tableau Excel? Une présentation mal préparée? Impossible, j'avais tout vérifié 10 fois. La porte de son bureau était entr'ouverte. Il était debout, près de la fenêtre, le dos tourné. Il ne s'est pas retourné quand je suis entrée. Asseyez-vous, Aliénor. Je me suis assise, le cœur battant. Il s'est retourné, son visage était grave. Il tenait une feuille de papier imprimée. J'ai reçu un email ce matin, a-t-il dit sans expression. Un email anonyme. Il vous concerne. Il a posé la feuille sur le bureau devant moi. Je me suis penchée pour lire. C'était un long texte, rédigé dans un style faussement compatissant. Il parlait de moi comme d'une jeune femme brillante mais fragile, sujette à des périodes de grande instabilité émotionnelle. L'auteur anonyme se disait inquiet pour ma capacité à gérer le stress d'un poste à responsabilité. Il y avait des allusions à des mensonges passés pour obtenir des faveurs, et la phrase finale, le coup de poignard, elle a récemment coupé les ponts avec sa famille qui la soutenait, la laissant dans une situation précaire, notamment sa jeune sœur étudiante qui comptait sur son aide. J'ai levé les yeux vers mon patron. Je n'arrivais plus à respirer. C'était leur œuvre. La perfidie, la manipulation, le mélange de vérité déformée et de mensonges purs. C'était la signature de ma mère. C'est faux, ai-je murmuré, ma voix étranglée. Chaque mot est faux. Monsieur Dubois m'a fixé de ses yeux perçants. Je n'accorde, par principe, aucun crédit à un courrier anonyme. Votre travail, jusqu'à présent, est irréprochable. Cependant, ce mot, encore, vous devez comprendre que nous sommes dans un milieu où la confiance et la réputation sont des actifs. Je ne peux tolérer que des problèmes personnels, quels qu'ils soient, viennent entacher l'image du cabinet. Est-ce clair? Oui, monsieur. C'est parfaitement clair. Je suis sortie de son bureau comme une automate. Il ne m'avait pas condamné, mais il ne m'avait pas totalement innocenté non plus. Le poison du doute avait été injecté. Dans le couloir, j'ai croisé un collègue qui a rapidement baissé les yeux. Était-ce mon imagination, ou venait-il de me regarder différemment? La paranoïa commençait à s'installer. Mes parents n'avaient pas réussi à me détruire de l'intérieur. Alors ils essayaient de démolir ma vie de l'extérieur, brique par brique. La confrontation n'était plus une option. C'était une nécessité vitale. Le destin, ou peut-être leur arrogance, a fait qu'ils ne m'ont pas laissé le temps de préparer ma contre-attaque. Ils sont venus à moi. 2 jours après l'incident au bureau, mon interphone a sonné. Je n'attendais personne. Une voix déformée par le grésillement a annoncé « C'est nous ». Ouvre. Un frisson m'a parcouru. Nous. Je suis allée à la fenêtre et je les ai vus en bas, sur le trottoir. Mon père, les mains dans les poches, inspectant la façade de mon immeuble avec un air de dédain. Ma mère, tapant du pied d'impatience. Ils n'avaient pas l'air de parents venus se réconcilier. Ils avaient l'air de créanciers venus réclamer leur dû. J'ai longuement hésité. Une partie de moi voulait faire la morte, prétendre que je n'étais pas là. Mais la colère, une colère froide et déterminée, a pris le dessus. J'ai appuyé sur le bouton pour ouvrir. Quand ils sont entrés dans mon appartement, ils n'ont pas essuyé leurs pieds.
Ma mère a fait une moue de dégoût en examinant mon petit canapé acheté d'occasion. C'est donc ici que tu vis maintenant, a-t-elle demandé, comme si je vivais dans un taudis. Que voulez-vous, ai-je demandé, en restant debout, créant une barrière physique entre eux et moi. C'est mon père qui a parlé, direct et brutal. Coralie a reçu une lettre de rappel de son université. Si les frais de scolarité ne sont pas payés sous quinzaine, elle sera exclue. Il manque plusieurs milliers d'euros. Et c'est mon problème, ai-je répondu, ma propre froideur me surprenant. Ma mère a explosé. Comment peux-tu dire ça? C'est ta sœur. Tu es en train de ruiner sa vie, tout ça par caprice. Mon caprice? J'ai éclaté d'un rire qui n'avait rien de joyeux. Mon caprice, c'est de vouloir vivre sans être traité comme votre distributeur de billets et votre punching ball émotionnel? Parlons plutôt de vos caprices. Comme celui d'envoyer un email diffamatoire à mon employeur, par exemple. Le silence qui a suivi a été une confirmation. Ma mère a eu un mouvement de recul, surprise que je sois au courant. Mon père a froncé les sourcils. Je ne sais pas de quoi tu parles, a tenté ma mère. Vraiment? Vous ne savez rien de cet email qui me décrit comme psychologiquement instable? C'est pourtant votre expression favorite, maman. Vous l'utilisez depuis que j'ai 15 ans, chaque fois que j'osais exprimer une opinion différente de la vôtre. Voyant sa femme démasquée, mon père a changé de tactique. Il a essayé l'intimidation. Tu ferais mieux de faire attention à tonton, jeune fille. Nous sommes toujours tes parents. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne plus retenir mes coups. J'ai planté mon regard dans celui de mon père. Dis-moi, papa, est-ce que cette obsession pour la carrière de Coralie, c'est vraiment pour elle? Ou est-ce que c'est pour toi? Pour l'homme qui a raté son concours de médecine 2 fois et qui a dû se rabattre sur la pharmacie? Est-ce que Coralie n'est pas simplement l'instrument de ta propre ambition ratée? Je l'ai touchée. Je l'ai vu dans son regard. Une fraction de seconde, la façade autoritaire s'est fissurée, et j'ai vu un homme vieillissant, plein de regrets et d'amertume. Il ne s'agissait pas de sa fille. Il s'agissait de sa propre vie manquée. Ma mère, voyant mon père déstabilisé, est montée au créneau pour le défendre, et par la même occasion, a révélé ses propres motivations. Et alors? Même si c'était le cas. Qu'est-ce que tu peux comprendre, toi? Avoir une fille médecin, ça impose le respect. C'est un statut. Tes tableaux Excel, tes réunions, tout ça, c'est du vent. Ça n'apporte aucun prestige au nom de la famille. Le puzzle était complet. Un père vivant par procuration. Une mère obsédée par le paraître. Et moi, au milieu, l'erreur de casting. L'accessoire utile mais encombrant. Sortez, ai-je dit, ma voix blanche. Sortez de chez moi. Ils m'ont regardé, choqués que j'ose leur donner un ordre. Sortez, ai-je répété, en ouvrant la porte. Ils sont partis, rigides de colère. Sur le seuil, ma mère s'est retournée. Tu finiras seule, Aliénor. Seule et misérable. La porte s'est refermée sur sa prophétie. Je me suis appuyée contre, le cœur battant. Le silence est revenu. Mais il a été brisé par la sonnerie stridente de mon portable. C'était Coralie. L'assaut n'était pas terminé. J'ai regardé le nom de Coralie clignoter sur mon écran, et une vague de lassitude m'a envahi. J'étais épuisée. Épuisée de me battre, épuisée de me justifier. J'ai failli ne pas répondre. Mais une force obscure m'a poussée à appuyer sur le bouton vert. Peut-être avais-je besoin d'entendre la vérité de sa propre bouche. De ne plus lui trouver d'excuses. Allô? Aliénor. Enfin. Qu'est-ce que tu as dit à papa et maman? Ils sont dans un état pas possible. Ils disent que tu les as mis à la porte. Sa voix était un mélange d'incrédulité et de fureur. Ce n'est pas tout à fait faux, ai-je répondu calmement. Ils sont venus me réclamer de l'argent après avoir tenté de me faire virer. La conversation a été courte. Te faire virer? Mais de quoi tu parles? Ils s'inquiètent pour toi. Tu agis de façon tellement bizarre en ce moment. Et à cause de tes histoires, c'est moi qui vais en payer le prix. L'université menace de me radier.
Sa capacité à inverser les rôles était stupéfiante. J'étais la méchante, l'instable. Eux, les victimes. Coralie, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Pendant des années, je t'ai aidé. J'ai payé tes livres, tes stages, tes sorties. Je l'ai fait de bon cœur, parce que tu es ma sœur et que je voulais que tu réussisses. Mais dis-moi la vérité, juste une fois. Tout cet argent, est-ce qu'il a vraiment servi uniquement à tes études? Il y a eu un silence. Un silence coupable. J'avais des frais, tu sais. Des frais? Comme ce week-end à Mykonos avec tes copines? J'ai vu les photos sur Instagram, Coralie. Ou cette collection de sacs à main que tu caches au fond de ton placard? Je ne suis pas idiote. Je voyais bien qu'il y avait un décalage. Mais je me disais que tu avais le droit de te faire plaisir. Je te trouvais des excuses. Elle a abandonné la défensive pour l'attaque. Sa voix est devenue dure, méprisante. Mais bien sûr que j'y avais droit. Tu crois que c'est facile, médecine? La pression, le stress? J'avais besoin de ça pour tenir. Toi, ta vie est simple. Tu es assise toute la journée devant un ordinateur. Ce n'est pas vraiment du travail, ça. C'est normal que l'argent que tu gagnes facilement serve à financer quelque chose de vraiment important, comme ma carrière. L'énormité de ces propos m'a frappé en pleine poitrine. Ce n'était pas juste de l'égoïsme. C'était une vision du monde totalement déformée, une hiérarchie dans laquelle j'étais, par nature, inférieure et redevable. Donc, si je comprends bien, ai-je dit, ma voix un fil. Mon travail, mes efforts, mes sacrifices, tout cela n'a de valeur que s'il te sert, toi. Évidemment, a-t-elle presque crié, comme si j'étais stupide de ne pas le comprendre. Moi, je vais sauver des gens. Je vais avoir un impact. Toi, tu aides des entreprises riches à devenir encore plus riches. Tu me le devais, Aliénor. C'était ton rôle de me soutenir. C'est là que j'ai compris. J'avais passé des années à voir Coralie comme une victime de l'endoctrinement de nos parents. Mais ce n'était pas toute la vérité. Elle était aussi un agent actif de ce système. Elle en avait profité, l'avait encouragé, et y croyait sincèrement. Elle était leur plus grande réussite. La dernière phrase qu'elle a prononcée a été le clou final dans le cercueil de mon amour sororal. Maman a toujours dit que tu avais l'esprit d'une calculatrice et non celui d'un médecin. Froide et sans âme. Elle a raison. J'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais plus de larmes. Je ressentais juste un vide immense, glacial. Le lien, le dernier fil qui me rattachait à cette famille, venait d'être tranché net par celle que j'avais le plus protégée. J'étais seule. Absolument et irrémédiablement seule. Et cette solitude était terrifiante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? L'appel avec Coralie m'a laissé exsangue. C'était comme si on m'avait fait une transfusion inversée, pompant toute l'énergie et l'espoir hors de mon corps pour les remplacer par un vide glacial. Les 2 jours qui ont suivi ont été un brouillard. Je me suis mise en arrêt maladie, prétextant une grippe. Je n'ai pas quitté mon appartement. Les rideaux sont restés tirés. La vaisselle sale s'est accumulée dans l'évier. Je n'avais la force de rien. Pas même de pleurer. J'étais une coquille vide. Le 3e jour, on a frappé à ma porte. Je n'ai pas bougé. La personne a insisté. Puis j'ai entendu la voix de Bastien à travers la porte. « Aliénor, je sais que tu es là. » J'ai apporté des croissants. Si tu n'ouvres pas, je m'assois par terre et je les mange tout seul en faisant beaucoup de bruit. Un faible sourire a étiré mes lèvres. Je me suis traînée jusqu'à la porte et j'ai ouvert. Il m'a vue, défaite, en pyjama, les cheveux en bataille, et il n'a pas sourcillé. « Ah, te voilà, a-t-il dit simplement. Je commençais à avoir faim. Il est entré, a posé le sac de croissants sur la table, a ouvert mes rideaux, puis a commencé à faire la vaisselle en silence. Il n'a posé aucune question. Il n'a pas dit « ça va aller, sois forte ».
Il a juste été là. Il a rempli le silence de sa présence calme et solide. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. Nous avons mangé les croissants, et pour la première fois depuis des jours, j'ai senti quelque chose qui ressemblait à de la vie revenir en moi. Le lundi, je suis retournée au travail. La peur me tordait les entrailles. J'avais peur d'affronter les regards, les chuchotements. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée directement dans le bureau de Monsieur Dubois. J'ai réglé mes problèmes personnels, ai-je déclaré, en le regardant droit dans les yeux. Cela n'arrivera plus. Il m'a observé un instant, puis a hoché la tête. Le dossier suisse vous attend. Le client veut avancer la date de la présentation finale. C'était un test. J'ai relevé le défi. Donnez-moi 1 heure pour me remettre à jour. Je serai opérationnel. Une nouvelle énergie m'a envahi. Ce n'était plus l'énergie désespérée de celle qui veut prouver sa valeur. C'était la fureur froide de la survivante. Ma famille avait essayé de me détruire? J'allais leur montrer de quoi j'étais capable. Mon travail est devenu mon salut. Chaque heure passée à décortiquer des rapports financiers, chaque nuit blanche à peaufiner ma présentation était un acte de rébellion. Je ne construisais pas seulement une carrière. Je me reconstruisais moi-même. Le jour de la présentation finale, j'étais terrifiée mais aussi étrangement calme. J'ai parlé avec une clarté et une conviction qui ont surpris tout le monde, y compris moi-même. J'ai défendu mes recommandations avec passion et logique. À la fin, le PDG de la maison d'horlogerie, un homme réputé pour être redoutable, s'est levé, m'a serré la main et a dit « Mademoiselle Durand, c'est le travail le plus brillant que j'ai vu depuis 10 ans. » Le succès a été total. Le cabinet a non seulement gardé le client, mais a signé un contrat d'exclusivité pour les 5 prochaines années. Mon nom était sur toutes les lèvres. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu cet email du journal Le Progrès. Il voulait faire mon portrait. Une étoile montante de la finance lyonnaise. Mon premier réflexe a été le refus. La peur. L'envie de rester dans l'ombre. J'ai appelé Bastien. Je ne peux pas, ai-je dit. Et s'ils lisaient l'article? S'ils essayaient encore quelque chose? Et alors, a-t-il répondu. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Tu as survécu à leur pire assaut. Maintenant, il est temps de raconter ton histoire. Selon tes propres termes. Reprends le pouvoir, Aliénor. Il avait raison. Il était temps de ne plus être une victime. Il était temps de devenir l'héroïne de ma propre histoire. J'ai répondu à la journaliste et j'ai accepté. L'entretien avec la journaliste s'est déroulé dans un petit café que j'aimais bien, loin de l'agitation du centre-ville. C'était une femme d'une 50aine d'années, avec un regard bienveillant mais incisif. Elle m'a d'abord interrogé sur les aspects techniques de mon succès, sur la restructuration de l'entreprise horlogère. Je me sentais à l'aise sur ce terrain, c'était ma zone de confort. Puis, elle a bifurqué. Votre manager parle de vous comme d'une personne d'une résilience exceptionnelle, a-t-elle dit. On a le sentiment que votre parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. D'où puisez-vous cette force? Mon cœur s'est emballé. C'était le moment. Le moment de suivre le conseil de Bastien. Je pouvais esquiver, donner une réponse vague et convenue. Ou je pouvais dire la vérité. Ma vérité. J'ai pris une grande inspiration. Je pense que la vraie résilience naît souvent dans les environnements où l'on ne se sent pas vu, ai-je commencé, en choisissant mes mots avec soin. Je n'ai cité aucun nom, je n'ai donné aucun détail personnel sordide. Je suis resté sur le plan universel de l'expérience humaine. J'ai grandi avec l'idée que je devais constamment prouver ma valeur, que l'amour et la reconnaissance étaient des choses qui se méritaient, comme un bon bulletin de notes. C'est un moteur puissant, mais c'est aussi une prison. Je lui ai parlé de la solitude de l'enfant qui réussit mais dont personne ne semble se soucier. De la quête éperdue d'un regard approbateur qui ne vient jamais. Le tournant, ai-je continué, sentant une émotion monter, c'est quand on comprend que la seule approbation qui compte vraiment, c'est la sienne. C'est quand on arrête de chercher à l'extérieur une validation qu'on est le seul à pouvoir se donner. Et puis, la phrase est sortie, naturellement, comme une évidence qui avait mis des années à mûrir. J'ai dû apprendre une leçon très dure, mais finalement très libératrice.
Il ne faut jamais mendier l'amour de personnes qui l'utilisent comme une arme pour vous contrôler. L'article est paru le dimanche suivant. J'ai acheté le journal avec une main tremblante. Le titre barrait la page économique, Aliénor Durand, la résilience comme stratégie d'entreprise. Ma photo était là, un portrait professionnel où je souriais, mais mes yeux racontaient une autre histoire. La réaction a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. L'article, mis en ligne, a été partagé massivement sur les réseaux professionnels comme LinkedIn. Ma citation sur « l'amour comme une arme » a été reprise, commentée, débattue. C'était comme si j'avais ouvert une vanne. Ma boîte de réception professionnelle et personnelle a débordé. Des centaines de messages. Des femmes, surtout, mais aussi beaucoup d'hommes. Des cadres supérieurs, des employés, des étudiants. Tous me racontaient un fragment de leur propre histoire, un parent narcissique, un conjoint manipulateur, un patron toxique. Vos mots ont mis de la lumière sur une douleur que je n'arrivais pas à nommer, m'a écrit une avocate de Paris. Aujourd'hui, en vous lisant, je me suis sentie moins seule, disait un ingénieur de Toulouse. Et bien sûr, il y a eu les emails de mes parents. 2. Le premier, de ma mère, tu n'as aucune honte. Laver ton linge sale en public? Tu nous as humiliés. Le second, de mon père, ta sœur est en pleine dépression à cause de toi, et toi, tu te fais mousser dans la presse. Bravo pour ton impact. Point. J'ai lu ces messages, et j'ai ressenti, rien. Un calme plat. Leurs flèches n'atteignaient plus leur cible. Elles tombaient à mes pieds, inoffensives. J'ai créé un dossier, archive, j'y ai glissé leurs emails, et j'ai repris mon travail. Le soir, Bastien m'a envoyé un message, tu n'as pas seulement gagné une bataille, Aliénor. Tu as armé des milliers d'autres personnes pour qu'elles puissent mener la leur. J'ai regardé par la fenêtre. La révolution silencieuse était en marche. Et je me sentais prête, enfin, à célébrer ma propre paix. Pour fêter mon nouveau contrat et ma promotion, j'ai délibérément choisi de ne pas retourner dans un restaurant prestigieux. Le souvenir du dîner chez Paul Bocuse était encore trop vif, trop chargé de douleur. À la place, j'ai décidé d'organiser une soirée simple, chez moi, dans mon appartement de la Croix-Rousse. Ce lieu qui avait été le témoin de mes larmes et de ma solitude méritait de résonner de rire et de chaleur humaine. Je n'ai invité qu'un petit cercle de personnes. Bastien, évidemment. Mes 2 meilleurs amis de l'école de commerce, qui m'avaient vu lutter pendant des années. Et 3 collègues de travail qui étaient devenus de véritables amis, ceux qui ne m'avaient pas jugé et qui m'avaient soutenu par des gestes simples pendant la période trouble après l'email anonyme. Une dizaine de personnes en tout. Ma tribu. L'atmosphère était à l'opposé du dîner de la destruction. Pas de faux-semblants, pas de compétition implicite. Juste de la simplicité et de l'authenticité. J'avais passé l'après-midi à cuisiner, une grande daube provençale qui a mijoté pendant des heures. L'appartement embaumait l'ail, le thym et le vin rouge. Bastien est arrivé les bras chargés de bouteilles de Gigondas et d'un assortiment de fromages de chez la mère Richard, une institution lyonnaise. Rien que le meilleur pour notre PDG en devenir, a-t-il déclaré solennellement, provoquant l'hilarité générale. Les conversations étaient animées, joyeuses. On a parlé de tout et de rien, du dernier film à la mode, de politique, de nos projets de vacances. Personne, absolument personne, n'a mentionné ma famille. Ce n'était pas un sujet tabou, c'était simplement un non-sujet. Ils étaient là pour célébrer mon présent et mon futur, pas pour remuer mon passé. Leur délicatesse m'a touché au plus profond du cœur. Ils me voyaient, moi, Aliénor, et non la fille d'un tel ou la sœur d'une autre. Au moment du dessert, une simple tarte aux pommes que j'avais faite, un de mes collègues, Antoine, s'est levé, son verre à la main. Je voudrais porter un toast, a-t-il dit. Je ne vais pas parler de la professionnelle exceptionnelle qu'est Aliénor, nous le savons tous. Je veux parler de la personne. Aliénor, tu nous inspires par ton courage, ta droiture et ta capacité à rester digne dans l'adversité. Tu es la preuve vivante qu'on peut transformer les pires épreuves en force. À ta réussite, mais surtout, à toi. À toi, ont fusé de toute la pièce. J'ai senti mes yeux s'embuer. C'étaient les mots que j'avais attendu toute ma vie d'entendre de la bouche de mon père.
Et ils venaient d'un ami, d'un collègue, et ils étaient d'une sincérité désarmante. J'ai levé mon verre, incapable de parler. Plus tard, alors que la soirée se terminait, je me suis retrouvée sur le balcon avec Bastien, à contempler la ville endormie. Tu te rends compte du chemin que tu as parcouru, m'a-t-il dit doucement. Parfois, j'ai encore du mal à y croire, ai-je avoué. Regarde, a-t-il dit en faisant un geste vers le salon où nos amis finissaient leur verre en riant. Voilà ta vraie famille, Aliénor. Tu ne l'as pas héritée. Tu l'as construite. Et c'est 1000 fois plus précieux. Il avait raison. J'avais passé des années à essayer de mériter ma place dans une famille qui ne voulait pas de moi. Et pendant ce temps, sans même m'en rendre compte, j'en avais bâti une autre. Une famille basée non pas sur les liens du sang, mais sur ceux du cœur. Après le départ de tout le monde, je suis restée longtemps assise dans mon salon silencieux, mais un silence plein, habité par les échos de la joie. La prophétie de ma mère me semblait soudain ridicule. Tu finiras seule. Non. J'avais rarement été aussi bien entourée. La nuit était profonde quand je me suis enfin décidée à aller me coucher. Mais le sommeil ne venait pas. Mon esprit était trop en éveil, analysant, reliant les points de mon existence comme jamais auparavant. Je me suis levée et je suis retournée sur le balcon. L'air était frais, vivifiant. La ville à mes pieds était une mer de lumière scintillante, et pour la première fois, je ne me sentais pas comme une observatrice extérieure, mais comme une partie intégrante de ce paysage vibrant. Je me suis revue, petite fille, collectionnant les bonnes notes comme des médailles dans l'espoir fou d'obtenir un regard, un mot, un geste de fierté de la part de mon père. Je me suis revue, adolescente, avalant couleuvre sur couleuvre, étouffant ma propre voix pour ne pas faire de vagues, pour préserver une harmonie familiale qui n'était qu'une illusion. Je me suis revue, jeune adulte, me saignant aux 4 veines, en voyant de l'argent que je n'avais pas, croyant naïvement qu'un jour, mes sacrifices seraient reconnus, que ma générosité forcerait leur amour. J'ai ressenti une immense vague de compassion pour toutes ces versions de moi-même. Je ne leur en voulais plus. Elles avaient fait de leur mieux avec les outils qu'elles avaient, dans un système conçu pour les maintenir à une place subalterne. Elles n'étaient pas faibles, elles étaient loyales à une cause perdue. La véritable prise de conscience, celle qui a tout illuminé cette nuit-là, a été de comprendre que la liberté n'était pas conditionnée à leurs actions. J'avais toujours cru que je serais libre le jour où ils s'excuseraient, le jour où ils me reconnaîtraient, le jour où ils changeraient. C'était une erreur. C'était leur donner un pouvoir qu'ils ne méritaient pas. La vraie liberté n'était pas de les changer. C'était de m'accepter, moi, indépendamment de leur jugement. La liberté, ce n'était pas qu'ils cessent de me lancer des flèches. C'était que ces flèches ne puissent plus m'atteindre. C'était de construire une armure, non pas de haine, mais d'estime de soi. Mon téléphone, que j'avais posé sur la table du balcon, s'est allumé. Un message. Un de plus, d'une inconnue qui avait trouvé mon profil après avoir lu l'article. Bonsoir Aliénor, je sais qu'il est tard. Je suis une femme de 58 ans. J'ai lu votre histoire. J'ai passé ma vie à être l'ombre de mon mari, à minimiser mes réussites pour ne pas heurter son ego fragile. Votre phrase sur l'amour comme une arme a été un électrochoc. Demain, pour la première fois, je me suis inscrite à un cours de poterie, une passion que j'ai mise de côté depuis 30 ans. C'est un petit pas. Mais grâce à vous, je l'ai fait. Je voulais juste vous dire merci. Les larmes me sont montées aux yeux. Mais cette fois, c'était des larmes de gratitude, de connexion. Mon histoire, ma douleur, avait servi à quelque chose. Elle avait traversé les terres pour toucher une autre âme, pour lui donner une petite étincelle de courage. Je ne suis pas la fille que mes parents voulaient. C'est un fait. Je ne le serai jamais. Mais je suis, enfin, et sans l'ombre d'un doute, la femme que je suis censée être. Entière. Indépendante. En paix. Si mon histoire a trouvé un écho en vous, si elle a éclairé une partie de votre propre expérience, sachez que vous n'êtes pas seul. Votre parcours, vos blessures, votre résilience ont une valeur immense. Je vous invite à partager un morceau de votre histoire dans les commentaires, si vous le souhaitez. Non pas pour vous exposer, mais pour vous connecter. Parce que chaque histoire partagée est une main tendue dans l'obscurité.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur la force de l'esprit humain, et de liker cette vidéo si elle vous a parlé. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de ce long chemin.